Bienvenue à tous dans cette édition spéciale que nous consacrons au sommet États-Unis-Afrique, USA-Africa. Ce sommet, le tout premier du genre à être organisé sur le sol américain et qui a accueilli autant de chefs d'État et de gouvernements africains. Et nous, sur Télé 50, nous allons revenir sur le moment fort de ce sommet avec des invités, puisque nous allons scruter, nous allons commenter, nous allons décrypter ce sujet avec des invités sur ce plateau. Philippe Biyoya, c'est mon invité, professeur d'université, bienvenue. Merci. Achille Kabongo, chercheur et avocat, bienvenue. Bienvenue. Chéribin Okende, vous êtes président du Front social des indépendants républicains, c'est ça? Bienvenue. Merci. Et finalement, Samuel Yamungu, analyste indépendant, mais également président de l'association Touche pas à mon petit commerce, c'est ça? Merci. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Nous allons commenter avec vous. Vous avez suivi de près ce sommet qui a accueilli aux États-Unis les chefs d'État, des gouvernements, des délégations des pays africains. Alors, le premier sujet, la première question que je vous pose, j'aimerais savoir pourquoi les États-Unis ont-ils organisé ce sommet? C'est pour rattraper le retard? Est-ce que c'est pour barrer la route à la présence asiatique, notamment la Chine, en Afrique? Je commence avec le professeur Biyoya. Pourquoi ce sommet? Il faut commencer avec les autres. Là. Ben, je crois là, c'est aux Américains principalement de donner la vraie réponse. À votre avis? Ben, à mon avis, c'est que les États-Unis sont confrontés effectivement à un problème je vais appeler ça peut-être de leadership. Leadership. À tous égards, les États-Unis sont en fait aujourd'hui c'est le leader incontesté en fait de la politique internationale. Alors il y a des pratiques qui se sont installées sur la scène internationale qui jusqu'ici ne semblaient pas en fait capter l'attention des États-Unis, que en fait finalement les États-Unis aient résolu en fait de faire comme tout le monde. Je crois que les États-Unis s'étaient sentis en devoir de si je comprends bien, de faire comme tout le monde, de faire exactement comme la Chine. De se mettre en phase avec tout le monde, non pas de faire exactement la même chose. C'est qu'ils ont compris, à mon sens, que le monde a certainement changé, qu'il y a des pratiques nouvelles en fait, qui s'imposent aux comportements internationaux et que les États-Unis ont pris le temps en fait, de comprendre les tenants et les aboutissants de ces pratiques et ils ont vu qu'on ne pouvait pas faire autrement s'agissant de l'Afrique dans sa situation actuelle que de traiter avec l'Afrique comme tout le monde traite avec l'Afrique. Alors, bon, je ne veux pas être pessimiste, mais j'ai l'impression que nous avons là, en fait, un mode de comportement, en fait, qui déplace la politique internationale de la logique de la rivalité politique et stratégique idéologique vers une sorte de sportivisation de la politique internationale. C'est-à-dire on pratique en fait aujourd'hui la politique internationale un peu comme on fait du sport international. La Coupe du Monde, en fait, c'est un enjeu, si on peut ainsi dire, pour tout le monde. Personne ne veut s'en approprier, mais chacun veut gagner. C'est-à-dire qu'il y a une sorte en fait de douce connivence pour que la concurrence ne soit pas mortelle, que la rivalité ne soit pas aussi mortelle, mais que dans la conjoncture actuelle, où l'influence ne correspond pas avec la force, autant en fait aiguiser les arguments de l'influence. Ils appellent ça déjà le soft power. Je crois que c'est un peu ça, c'est cet exercice. Voilà, alors Chéribin Okende, est-ce que vous épousez également la vue du professeur? Est-ce que c'est une prise de conscience américaine tardive à votre avis? Bon, je suis d'avis que les États-Unis d'Amérique, tout juste après la Deuxième Guerre mondiale, ont assuré leur hégémonie, donc leur suprématie sur le plan international. Et aujourd'hui, avant de comprendre cette rentrée ou cet intérêt, ce recentrage de l'intérêt des Américains en Afrique, il faudrait aussi parcourir l'histoire récente de cette Afrique. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé d'abord après la colonisation? Nous sommes dans la cinquantaine ou dans le cinquantenaire de nos indépendances.
il s'en est suivi que les Occidentaux particulièrement, les Européens, avaient continué, sans trop le dire, la prédation de nos richesses, exploiter nos richesses sans trop mettre l'accent sur le développement de l'Afrique. Je peux prendre l'exemple simple de la République démocratique du Congo avec le Royaume de Belgique. Autant d'années qu'on a eu à pomper le cuivre congolais, mais aucune industrie de transformation au Congo. Notre cuivre continuait d'être transformé à Hoboken, en Belgique, oui, à l'étranger. La même situation s'est passée dans beaucoup de pays africains. Pensons à la France-Afrique. Donc, à ce moment-là, ça a exacerbé la situation des populations africaines. Surtout que pendant la guerre froide, les États-Unis d'Amérique ne s'intéressaient à l'Afrique que sur le plan stratégique, sur le plan strictement sécuritaire. Mais coopérer avec l'Afrique, il n'y avait pas de la place de l'économie. Participer au développement de l'Afrique était le cadet de souci des Américains. Alors, certains dirigeants africains avaient compris qu'il fallait changer le fusil d'épaule, surtout que la Chine est remontée, la Chine est venue en Afrique. Oui, on peut tout dire, hein, parce que sans infrastructure, l'Afrique ne savait jamais se relever. La Chine est venue avec un autre type de troc. J'extrais, j'exploite vos richesses, je vous construis les infrastructures. Cela a eu à susciter l'intérêt. L'intérêt des Africains, oui. Et aujourd'hui, nous avons cette percée chinoise en Afrique. Les États-Unis d'Amérique ont compris maintenant qu'il faut contrer l'offensive chinoise en Afrique. Comment le faire? En s'intéressant aussi à l'Afrique, en étant aussi présent, en essayant de sustenter la coopération, le développement économique et en travaillant avec les Africains. Et il ne faut pas non plus oublier une grande donne, hein, la montée du terrorisme qui commence aussi à s'incruster en Afrique. Bon, les États-Unis d'Amérique voudraient participer à au frein, hein, donc à la lutte. À la lutte contre le terrorisme. Donc il faut faire très attention à ce niveau. Moi, je voudrais que nous ne versions pas dans l'euphorie africaine. Oui. Il faudrait que de plus en plus les dirigeants africains prennent conscience de leurs responsabilités et savoir comment nous devons faire pour construire des États forts en Afrique qui seront positionnés comme des partenaires valables de tout le monde, que ce soit les Américains, les Chinois, les Indiens, les Français et j'en passe. Voilà, votre réaction par rapport à la question que j'ai posée. Mais moi, je voudrais les visées, l'objectif américain. Je voudrais dire, au fait, c'est que j'ai comme l'impression, pour moi, il n'y a rien de nouveau sur Terre, dans le sens qu'à l'époque où l'Amérique était intéressée à l'Afrique, à l'époque de l'esclavage, c'était pour un programme de Cotton Belt, en l'occurrence pour promouvoir, si vous voulez, la garantie alimentaire et aussi booster l'industrie. Parce que vous savez qu'une nation, quand elle a eu à pouvoir maîtriser l'agroalimentaire ou bien tout ce qui a trait au programme agraire, directement, ça va de soi avec l'industrie. Donc, à cette époque-là déjà, l'Afrique était de manière peut-être méchante. C'était le point utile pour rendre faisable le projet de l'hégémonie éventuellement américaine de cette époque-là. Et je pense aussi, à mon point de vue, humblement, c'est que les Américains, étant donné que ce sont des êtres assez pragmatiques dans leur culture, c'est une fois de plus, c'est par rapport à leur intérêt. Ce n'est pas simplement dans le bénéfice de dire à ce que Afrique, hello, voilà, je suis président Obama, africain de souche, que maintenant je réponds à votre appel de phare, venant vers vous pour vous dire que je suis prêt à pouvoir satisfaire vos besoins. Non, il y a simplement, n'oublions pas une chose, que Obama, c'est un président américain, et toute action politique ou bilatérale est toujours soutenue par un invisible d'économie. Ça veut dire, c'est comme ça que le forum qui est organisé aux États-Unis, c'est un forum qui vise principalement les intérêts américains. Qui vise principalement l'économie, en l'occurrence, de manière, j'allais dire, cachée, mais ils l'ont dit. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il faudrait savoir une chose, que le monde évolue tellement que d'ici 2030 ou 2060 à peu près, on dit que
le continent africain sera le prochain marché parce que la population va tourner autour d'à peu près 3 milliards d'habitants. Donc, il est important d'être déjà en harmonie avec ces personnes-là, avec cette terre-là, raison pour laquelle maintenant il y a aussi cette démarche où nous voyons que l'on fait venir les présidents africains, non pas pour leurs beaux yeux, mais parce que même du rêve d'ailleurs, sachez-le, que ce n'est même pas une révélation que je fais, parce que en marge de ce sommet, il y a eu une conférence avec les jeunes et tout ça. Et j'ai aimé ce qui s'est passé par rapport à ces jeunes entrepreneurs africains qui s'exprimaient avec des panneaux en disant que l'Afrique n'est pas une nation. Parce que les Américains pensaient, ils avaient une vilaine connaissance de l'Afrique en pensant que quand on parle de l'Afrique, c'est comme une île. Mais c'est-à-dire, l'Afrique, c'est une diversité de cultures, c'est une diversité de nations, et il était important que, géographiquement parlant, culturellement parlant, qu'ils sachent ce que c'est l'Afrique, et aussi de l'autre côté, savoir aujourd'hui que nous n'allons pas nous mettre en harmonie avec le rendez-vous le rendez-vous du donner non, le rendez-vous, ça doit être un rendez-vous du donner et du recevoir. Ce n'est pas simplement de manière touristique pour dire comme c'est le mois on est en plein été et que c'est le mois d'août, c'est les vacances et on a fait venir les Africains. Non, c'est simplement, sachez-le, qu'il y a un soubassement économique. Donc, hier, par rapport au programme Cotton Belt qui a suscité l'esclavage, qui a fait en sorte que tous les Noirs soient de l'autre côté, on a eu besoin de l'Afrique, mais aujourd'hui, on a aussi besoin de l'Afrique pour quelque chose, et dans lequel moi j'aimerais que les Africains prennent conscience de ce qu'ils valent pour qu'ils puissent être en posture de négocier en position de win-win. Très bien. Alors, Maître Achille, est-ce que l'Afrique, ou l'Amérique, j'allais dire, a aujourd'hui compris qu'il y a la croissance en Afrique? Oui, l'Amérique l'a bien compris avec ce sommet. Nous avons analysé, je vais vous donner ça d'un point de vue typiquement congolais. Allez-y. Comment nous, analystes congolais, percevons cela. Regardez, l'Amérique continue à commettre des erreurs et a une vision dépassée de l'Afrique. Le Fonds monétaire international a prévu en Afrique une croissance de plus de 5%. Aujourd'hui, l'Amérique est en difficulté. Le monde n'est plus unipolaire, dirigé par les États-Unis. Le monde devient multipolaire. Il y a l'URSS qui contre-attaque. Et d'ailleurs, Vladimir Poutine vient d'interdire l'exportation des produits américains et européens sur son sol. Vous voyez un peu. Vladimir